Sur place, cet événement qui marque la rentrée, qui a eu comme texte qui reliait les gens la charte pour la diversité signée par l'UNESCO. Je me rappelle plus de 11 langues déclinées ces droits à l'expression et à l'égale dignité des cultures et trouver quel était le sens que ça faisait pour eux. Cette charte a été prise en main, mise dans la bouche, déclinée dans plusieurs couleurs, mise en espace, retravaillée, appropriée, déconstruite lorsque certains mots n'étaient pas compris ou qui ne faisaient pas sens pour les gens. Et ça donnait un travail de partage avec un public large. Ça a été un geste qui nous a poussé à réfléchir. C'est ce que dit David de la question, cette question de comment construisons un monde commun dans une diversité des paroles co-présentes. Et cela nous semblait donc urgent de réfléchir à cette question dans un contexte de mondialisation des échanges, de ce ville-monde, de bouleversement des frontières, qui faisait qu'on ne sait plus où on est, qui cette sensation de l'omniprésence de l'autre fait changer notre rapport à l'altérité et qui cet autre est de partout. Ce n'est plus la cité grecque où l'autre était dehors, l'autre est dedans. Que faisons-nous de ça? Comment récomposer du sens partagé avec cet ensemble-là? Et c'est aussi un contexte de trop-plein de présent, trop d'immédiateté. Les cultures, nous autres, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'on hérite pour savoir où on va. Dire le présent, on a besoin de ces dimensions présent, passé et futur. On est court-circuité dans ce contexte-là. Un processus d'individuation croissant fait que de plus en plus nous avons du mal à juste dire citoyens, y compris beaucoup ne le sont pas. Et il nous faut dire, pour être dans l'espace public, dire avec ce que nous sommes, hommes, femmes, homosexuels, venant de quelque part, habitant tel lieu, toutes ces identités ne veulent plus seulement rester dans le privé, elles demandent à être dites et partagées. Et cela, on ne trouve pas toujours un cadre. La crise sans pareil qui nous a frappés a augmenté le délitement des liens sociaux. Ces délitements des liens sociaux, c'est que nous faire tenir ensemble a augmenté la crispation autour des identités. Lorsqu'il ne reste plus grand-chose pour se tenir au monde, les identités refuges nous permettent de continuer de dire « j'existe quelque part ». Et certains vont s'emparer de ces discours-là pour faciliter la compréhension du monde qui est devenu complexe, multiple, et dont le sens n'arrête pas de nous échapper avec c'est trop présent d'informations, c'est trop présent du temps. Et puis c'est dans ce contexte-là que nous nous sommes dit, dans le social, s'expérimente quelque chose. Et on voit que ce n'est pas un discours, c'est un fait que des gens de plusieurs horizons, venant d'ailleurs, construisent, arrivent, ils restent. Enfin, normalement, on sait, une population chasse une autre. Nous poursuivons, malgré tout, du même. D'ailleurs, on a besoin de temps en temps du même, parce que du même, c'est le repos aussi. Mais dans ce chose se fabriquait quelque chose qui n'était plus de l'ordre du même, et qui n'était plus de l'ordre du mettre les uns à côté des autres, mais de tenter de fabriquer des mondes communs à partir et en tenant compte de ce que nous sommes.
Donc, ne demandons pas les gens de se vider de ce qu'elles sont pour pouvoir accéder en commun, mais à contrario, de là où elles sont, en prenant acte et engagement, à être dans nos relations qui permettent une conscience du commun. Et donc, c'est là où nous nous sommes dit que, pour tenter de comprendre comment cette expérience a commencé à se former, cette expérience qui dure depuis 50 ans, qu'il serait intéressant de mettre en route cette recherche-action. Et comme il a été dit par David, en associant des acteurs différents. Parce que justement, la recherche, on ne pensait pas qu'elle était l'affaire des chercheurs. D'une manière générale, nous pensons qu'à chaque fois que nous assignons à des identités où on n'arrive plus à s'en débarrasser, on n'arrive pas à produire autre chose. Donc on a besoin des compétences plurielles, on a besoin des experts, mais on a besoin que chacun aussi se décale un peu de ce qu'il est pour construire et comprendre un monde complexe. Et là, donc cette envie, il y aura des chercheurs, mais le CSO ne veut pas que la parole soit que des chercheurs, c'est aussi des militants, mais c'est aussi, on n'est pas seul dans cette maison, c'est aussi celle des associations, celle des artistes. Et puis là, il a commencé à se construire, comment cette recherche-action allait se mettre en route, mais de toute façon, elle se mettrait en route à plusieurs voies, avec plusieurs engagements. Depuis 2008, se sont associés à un comité de pilotage qui a été mis en place, l'ORISE, donc équipement mémoire société, qui a été cité tout à l'heure par Jean-Paul Brett, dans la personne de Xavier Delacelle, Benjamin Van der Leek, qui est ici, ethnologue, et qui à l'époque était chargé de mission au réseau Trace, mémoire de l'immigration, donc avec une expérience forte de réflexion sur la contribution des migrants dans la constitution même de ce qui fait notre région et nos villes. Des membres du conseil d'administration comme Geneviève Gibert, comme David Chevalier, Maurice Bardel et Michel Rothenberg dès le départ, qui était notre chercheur associé depuis 10 ans, qui a fait un moment d'aventure avec nous, qui a précédé même cette recherche-action depuis 2008, et qui pourra donc en parler davantage. Actuellement, il est directeur adjoint du centre Max Weber. Il n'était pas encore à cette période, me semble-t-il, mais il était déjà... Oui ? C'était à Lille. Voilà. Non, mais on s'est connus avant que tu sois à Lille. Avant que tu sois à Lille. Donc voilà, ces comités de pilotage qui a après accueilli Olivier Châtelain et avec son laboratoire, l'ARA, dont il était associé, et Christine Firmino comme artiste, parce qu'on ne voulait pas justement qu'il n'ait que des paroles chercheuses, mais aussi des recherches sensibles et plurielles et partagées. Depuis beaucoup de choses, je ne vais pas faire l'historique de tout ce qui s'est produit, mais il a eu tout un travail de mise en archive, parce que vous savez, dans une association, on n'a pas toujours le temps de ranger les choses, et que les cartons, ils étaient de partout, et donc il y a eu un travail formidable pour lequel la compétence du RIS, d'ailleurs, a été fort appréciée, parce qu'ils nous ont aidés à mettre en place cette organisation des archives associatives permettant le travail historique de se faire. Il y a eu Laetitia Amous, qui était en formation de sociologue, qui a amorcé un travail extrêmement important autour des dynamiques interculturelles, en intervivant dans ces 50 ans des personnages clés de cette histoire et en classant une quantité énorme d'écrits, donc Socio-Info notamment, mais enfin tout ce qu'elle a pu, et en retranscrivant avec beaucoup de minutie ce travail, en sachant que derrière elle passeraient des chercheurs qui continueraient de travailler. Et il a eu la compagnie Omar qui a réalisé d'autres choses. Il y a une frise historique réalisée en essayant relier les temps
personnel, le temps de CCO et les temps de société, en créant des connexions entre ce temps-là. Et puis en 2011, justement, Hélène a pu nous dire, dans le cadre de cet appel à projet, ces comités de pilotage s'élargit avec l'arrivée de Claire Autant comme directrice de cette phase-là de la recherche, et Fabienne Tanon, Dominique Belkis, voilà, qui nous ont rejoints. Anne Aubry, doctorande en résidence au CCO depuis plus d'un an. Vous avez peut-être croisé, ou si ce n'est pas le cas, il va falloir le faire tout à l'heure, après notre temps de table ronde, qui travaille en ce moment sur les connexions et la cartographie de ces connexions entre le CCO et les personnes. Pour le travail historique d'Olivier, il a eu un premier article de fait sur vraiment le temps de la fondation, centré sur ses premières années. Et aujourd'hui, il va nous présenter son deuxième article, dont tu vas nous dire peut-être quelques mots, ou on va enchaîner directement. On va laisser découvrir, tu annonceras le titre et les dates. Je pense que le mieux, c'est que tu y ailles directement, Olivier, vas-y. Merci. Bien, merci. Alors, merci d'abord, je tiens à le dire vraiment ici, au CCO et derrière le CCO, Fernanda, David, tout le CA, de m'avoir invité une nouvelle fois à parler de l'histoire du CCO et d'en être le partenaire. Donc merci pour cette confiance, merci aussi à tous les militants que j'ai pu rencontrer dans le cadre d'entretiens, parce que c'est toujours un plaisir au-delà de la recherche même. Je voudrais dire aussi que moi je porte un regard extérieur sur le CCO et que ce n'est pas évident, il faut du courage pour une association aussi de se tourner sur son passé avec un regard extérieur. Combien d'associations font une histoire simplement interne de l'association, par des gens qui la connaissent bien, mais qui peut-être aussi ont un discours un peu automatique. Donc il faut du courage de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour faire cela. Et bien sûr, je m'appuie sur les archives qui ont été, Fernanda l'a dit, très bien conservées ici. Le RIS a joué un rôle remarquable, voilà, je tenais à le signaler. Donc ici, ce que je vous propose maintenant, ce n'est pas une histoire du CCO telle que effectivement je l'ai présentée en juin dernier et qui a fait l'objet d'un article. Ce qu'on va demander ici, c'est de présenter une histoire du CCO, mais sous l'angle de l'accompagnement des étrangers et des communautés étrangères, du début du CCO, c'est-à-dire du début des années 60, et je m'arrêterai à la fin des années 80. Alors, évoquer la façon dont, historiquement, le CCO a accompagné les étrangers et les communautés étrangères, c'est probablement tenter d'apporter des éléments de réponse à la question suivante. Et Fernanda en parlait à l'instant. Comment créer des liens sociaux dans une société aujourd'hui multiculturelle, où l'individu, qu'on peut considérer comme de plus en plus abstrait et désincarné, est devenu le fondement même de la légitimité démocratique? Ou si je veux le dire autrement, comment faire société en ne niant pas la pluralité et l'altérité, lorsque la tradition, et notamment la tradition religieuse, a été progressivement évacuée des fondements du vivre ensemble. Donc tout porte à croire, c'est un peu l'hypothèse qu'on peut faire au départ, que l'attention que porte le CCO dès ses origines à la notion de communauté, puisqu'il y a bien la communauté catholique et la communauté protestante, conjuguée ensuite à la présence d'une communauté mariste, entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, puis l'accueil des communautés étrangères par le biais de leur association, tout porte à croire donc que cette attention distingue ce lieu, le CCO, du modèle d'intégration à la française. C'est-à-dire un modèle qui privilégie dans son histoire récente et qui privilégie encore l'intégration par l'individu, supposé libre, par l'adoption de références partagées. Et on sait le rôle de l'école, on sait le rôle de la formation intellectuelle dans la construction d'un sentiment d'appartenance à la nation en France, au détriment d'un modèle anglo-saxon qui intègre des groupes avec leurs spécificités culturelles. Pourtant, ce n'est pas si simple, parce que le CCO puise à plusieurs sources qui ont à la fois complexifié son héritage et ouvert en permanence de nouveaux espaces de lutte et de nouveaux espaces d'expression. Alors c'est à cette histoire de l'accompagnement par le CCO des étrangers et des groupes qui le représentent que je me suis intéressé, à partir des archives, je le répète, du centre culturel, depuis ses origines, au début des années 60 jusqu'à la fin des années 80.
Quand on parle avec Geneviève, elle ne parle pas que du CCO. Quand Paulette nous parle de paroles sur place, elle ne nous parle pas que de paroles sur place, elle parle de la charade, elle parle d'autres. Et il y a toujours finalement cette dimension d'ouverture qui fait que le patrimoine n'est pas un patrimoine en propre du CCO, mais quelque chose, il me semble, dont la qualité et cette dimension peut-être impropre. Et donc, là-dedans, il me semble qu'il y a une portée politique forte. Du CCO, un patrimoine dont ce caractère impropre s'exprimerait par le fait qu'il n'est pas appropriable par lui-même et uniquement par lui-même, mais qu'il est plutôt quelque chose qui se met en partage, qui permet à la fois extériorité et intériorité, et qui est dans l'antre et aujourd'hui dans un des antres qui se donne à voir ici. Je vais m'arrêter, sinon je vais faire mon chercheur qui me prise la parole. Et voilà, c'est déjà arrêté. Voilà, donc je dirais l'apport de la recherche-action, c'est qu'au sein du CCO, maintenant, on arrive à peu près à comprendre ce que dit Claire. Donc en termes de vocabulaire, on a énormément progressé, on est assez fiers. Quel est l'intitulé de cette recherche-action? Alors, Pachiche, tu le sais. Ah non, je le sais pas. Je le sais pas. Ce que je sais, c'est que la recherche-action tourne autour de cette idée qu'a évoquée Claire de la patrimonialisation, qui est peut-être un des concepts qui nous a le plus gêné au sein du conseil d'administration et qui, je pense, continuera à nous gêner longtemps. Mais je crois que tu l'as bien dit, voilà, ça se joue en interne et en externe. Donc, voilà, quelque part, ça nous incite à continuer à agir, ce qu'on arrive bien à faire, et puis à d'autres de se poser cette question finalement en tant qu'objet de recherche. Non mais ça c'est Le titre, alors, je donne important le d'avoir titre. un intitulé quand même. Donc, l'intitulé, c'est Pratique interculturelle, où on a mis inter entre parenthèses, pour jouer sur toute cette dimension de la culture et des pratiques culturelles dans le sens plus esthétique des choses. Donc, pratique interculturelle et institution d'un patrimoine. 50 ans d'activité au CCO Jean-Pierre Lachaise, Villeurbanne. J'ai une deuxième question. Je suis très content qu'il y ait plein d'enseignants et de Stéphanois qui viennent travailler ici, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'universitaires lyonnais qui soient présents là-dedans. On en est Aussi. Oui, mais alors dans la liste que j'ai ici, je vois peu de Lyonnais qui apparaissent et que des Stéphanois. Alors je suis très content. On est à Villeurbanne. Habitué à la migration. Et bah tant mieux. Voilà, ouais, c'est l'accueil de l'autre. Tu vas intervenir? Non, mais simplement, le centre Max Weber est un centre de recherche sociologique qui est commun aux universités de Lyon et de Saint-Étienne. Enfin, c'est des chercheurs de Saint-Étienne qui sont là. Bah, Fabienne, elle n'est pas de Saint-Étienne. Oui. Et Olivier n'est pas au centre Max Weber, hein, il est au Lara et tu es né à Lyon, j'espère. Mais tu es Villeurbanne. Peut-être pour poursuivre. Et au CCO, on ne regarde pas d'où on vient. Oui. Je vais juste réagir un mot sur ce que tu disais là, sur le rôle de l'histoire au CCO. C'est juste faire de remarques, je ne prends pas la parole longtemps. C'est vrai que mon travail s'appuie sur des archives, donc je capte pas, alors par les entretiens, mais les entretiens que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'entre vous portaient pas spécifiquement aussi sur cette question de l'immigration, des communautés étrangères. Mais c'est vrai qu'au CCO, je crois que Jean-Jacques Hérin tout à l'heure l'a très bien dit, ici on est dans l'anti-institution, donc il me semble aussi que la pratique de l'écrit, de la mise par écrit, de ce qui se dit, n'est pas une pratique habituelle au CCO. Donc il y a beaucoup de choses qui passent par l'informel, par la parole, et ça, je ne le trouve pas dans les archives. Voilà. Moi, j'ai une parole dans les archives qui est très institutionnelle. C'est les CA, c'est éventuellement des courriers, mais l'essentiel des archives qui sont conservées ici, c'est l'époque Jean Latreille. Après, c'est vraiment très institutionnel, c'est ce qui se passe au CA. Et au CA en Assemblée Générale. Enfin, à l'Assemblée Générale, disons. Donc voilà, je crois je suis tributaire aussi de ça. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que, à propos du religieux, alors c'est vrai que ça m'intéresse parce que je travaille là-dessus,
et que peut-être que mon regard, sans doute même, il est biaisé, il faut le mettre à distance, mais il me semble quand même que le CCO, même si j'évacue cette subjectivité, le CCO c'est un bon laboratoire pour savoir ce que deviennent ces catholiques de gauche tout au long des années 50, 60, 70, 80, 90. Voilà. On est toujours là. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais je crois que c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que il y a une mise à distance par rapport aux églises, par rapport à la foi, par rapport aux engagements qu'un certain nombre de militants ont eu dans le passé, qui est toujours présent, qui travaille encore le CCO aujourd'hui. Et justement, on est en pleine sécularisation, mais ça fait partie de ça. Enfin voilà, c'est une des hypothèses que j'ai en tout cas. Même si bien sûr, toute l'histoire du CCO ne se réduit pas à cette dimension-là, c'est évident. Bon, alors, je voulais juste intervenir une petite minute pour dire que tout ce qui se brasse par rapport à la recherche-action dans le CCO, ça crée une super dynamique pour les gens du CA ou tous ceux qui sont là au CCO à militer. Et ça crée une super dynamique dans un moment de crise où justement on sait qu'on va déménager un jour et ça crée un élan formidable. En particulier ce book sprint auquel on a participé, ça a été une expérience extraordinaire. Mais au-delà du book sprint, on peut dire que tout ce que vous brassez, ça nous revient, ça fait qu'on échange aussi avec vous et ça crée une dynamique dont on a vraiment besoin pour notre futur. Et c'est ça qui est sensationnel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On a parlé d'expression culturelle des uns et des autres, mais au-delà de l'expression, au CCO, on pense que l'art a quelque chose à jouer dans cette construction du commun, dans cette fabrication du commun qui est l'objet de notre table ronde. Notre table ronde revient sur le CCO, mais elle a quand même une interrogation. C'est comment l'expérience de CCO participe à cette fabrication du commun dont nous avons besoin tous. C'est pas que le CCO, on n'est pas... voilà. Et donc, au part, voilà, cette dimension artistique qui n'est pas seulement celle de l'expression, mais qui trouve des objets de médiation, qui sont des spectacles, qui sont des films, qui sont des objets qui se donnent en partage avec un public large. Et donc, les artistes, qui, je vois, sont nombreux ici réunis, je suis ravie, se nourrissent pour rencontrer des nouveaux imaginaires qui tiennent en compte la pluralité du monde. Il y en a un certain nombre ici, que je ne nommerai guère pas, qui s'attachent à aller chercher ce nouvelle forme de rencontre avec un public au pluriel. C'est un public qui a quitté l'institution, qui n'est pas l'institution, pas parce que l'institution ne veut pas de lui, mais parce qu'il ne sait pas quoi faire là-dedans, il ne se retrouve pas, et que les institutions se disent « Eh bien, comment je vais toucher ces publics? Quelles sont les actions de médiation que je vais mettre en place ?» Et que derrière ça, ce n'est pas qu'une question de médiation, c'est une question des objets qu'on se donne en partage, et de comment ils sont construits en tenant compte de cette pluralité des gens. Et comment, donc, à la fois, nous accompagnons des expressions, des manières d'être au monde, des gens qui mènent leurs propres projets, mais nous nous soucions aussi de ne pas rester que dans cet accompagnement, mais comment donner la place ici à que des objets artistiques, des artistes, construisent de nouveaux imaginaires de cette altérité, des nouveaux imaginaires de ces villes cosmopolites, de ce ville-monde qui c'est notre vie dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on voulait que dès le départ, cette recherche, elle n'est pas que la recherche des chercheurs, elle est aussi comment donc Christine, c'est nos fondistes de cette recherche-action, elle a traversé le temps qui est un temps long pour un artiste, il est rare, qu'on travaille si longtemps et qui avait une carte blanche, voilà, vas-y, tu travailles un truc et on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, comment ça a été cette expérience, Christine?
Alors, moi, je vais juste me représenter un petit peu. Je fais partie du collectif ITEM, qui est un collectif qui fait en sorte que des photographes et des vidéastes réalisent des travaux documentaires et journalistiques. Et avant d'être réalisatrice, j'ai travaillé au CCO, en fait. J'ai été agent de développement culturel pendant 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et à la fin de mon CDD, Fernanda me propose un CDI et je dis non. J'ai envie de faire de la vidéo et donc je pars faire ma petite expérience dans le monde de l'image. Et en 2008, donc Fernanda me rappelle en me disant, bah voilà, on est dans une idée de recherche-action pour le cinquantenaire du CCO. On aimerait bien un film qui résume un peu l'histoire avec une petite touche poétique. Ce serait pour 2013. Bon, ok, ça marche, ça me fait plaisir, ça flatte un peu mon ego qu'elle pense à moi. Et je me dis, bon, ok, de toute façon, ça sera fini avant 2013, tout ça. 2008, 2013, ça fait 5 ans, ça fait beaucoup. Donc je vais essayer de finir ça bien avant. Et puis non, on a fini ça en 2013. Donc en fait, c'était l'expérience de ce film, elle est révélatrice en fait de cet art de faire en commun, parce que ça a été un aller-retour entre Fernanda et moi, mais aussi moi et le comité de pilotage qui était en charge de voir comment se déroulait la recherche-action. Et puis aussi un retour entre ce que je proposais comme partie poétique et ce que Fernanda ou d'autres pouvaient me donner comme idée. Donc, du coup, cette commande, c'était de faire un film avec une petite touche poétique. Et dans la discussion, on parle d'un certain Todorov, qui est un philosophe qui a parlé des bateaux de Thésée. Donc, je vais faire mes petites recherches. Je me dis, bon, alors, Thésée, qui sait déjà parce que moi, je suis pas très forte en mythologie grecque. Donc, je me renseigne. Sur qui est Todorov. Et je me dis, ah oui, c'est une très bonne idée. Donc, je vous résume l'idée. Les bateaux de Thésée, en fait, donc Thésée serait parti d'Athènes sur un bateau pour aller combattre le Minotaure. Et donc, à son retour, il laisse le bateau sur le port d'Athènes et va fonder Athènes et tout ce qui est l'idée de la République. Vous me corrigez si je me trompe. Et ce bateau donc, reste au port et les marins le récupèrent et en changent au fur et à mesure des années les pièces qui se pourrissent, les voiles qui s'usent, les planches qui vont pas. Donc ce bateau traverse les siècles et à la fin, il n'y a plus aucune pièce d'origine de ce bateau, mais ce bateau est toujours là. Et donc c'est une parabole qui est souvent utilisée en philosophie pour montrer comment évoluent les cultures, comment on garde du même, mais on a aussi de l'autre qui est venu, comment on porte des idées en nous et pas forcément des choses qui sont de l'ordre de l'essence. Donc voilà, pour moi, c'était une métaphore qui permettait de parler de ce lieu et de ce qui s'y passe et qui s'y prêtait vraiment bien. Parce que du coup, moi, j'ai réussi à comprendre grâce à cette parabole que les cultures, elles évoluent, elles se métamorphosent au fil des années, elles sont porteuses d'une mémoire commune, d'autres cultures antérieures qui ont existé avant le temps présent. Et aussi, elles sont en constante évolution, en fait. Elles se métamorphosent tout le temps via nos expériences, nos actes, ce que nous vivons et ce que nous inventons aussi. Donc, grâce à cette légende, j'ai compris que, en fait, une culture qui ne bouge pas et qui est fixe, et il y a certains mouvements aujourd'hui qui voudraient revendiquer une culture pure ou des choses comme ça. En fait, pour moi, ces cultures n'existent pas. C'est des cultures qui sont mortes et qu'on ne porte plus en nous, en fait, tout simplement. Donc voilà.
j'ai compris que j'avais et que nous avions tous des identités culturelles par le biais des autres cultures qu'on a côtoyées, dont on s'est imprégné. Et c'est un peu ce qui se passe ici en fait, parce qu'effectivement il y a plusieurs, des personnes d'origine différentes qui viennent, qui sont étrangères ou pas, qui viennent de Bordeaux, de Toulouse. C'est aussi d'autres cultures comme le mot culture est vraiment quelque chose de large et de compliqué. Mais du coup ça permet d'appréhender ça. Et donc je suis partie des archives visuelles et sonores que le CCO avait conservées. Et j'ai commencé à regarder tout ça et à écouter tout ça et à me dire bon bah il va falloir que je reconstruise cette mémoire commune du CCO, que je me l'approprie et que du coup je puisse la transmettre aux autres via un film et via le montage que je pouvais en faire. Donc du coup le film là est médiateur en fait de cette histoire parce que du coup je l'ai reconstitué. Avec une certaine subjectivité, ça c'est sûr, parce que j'ai sélectionné des choses qui me touchaient moi et qui ne touchent pas forcément tout le CA ou toutes les personnes du CCO, mais du coup c'est le parti pris et c'est ce qui fait partie de la carte blanche. Et donc du coup là le film devient un médiateur de cette histoire, il la fait revivre, il la rend un petit peu palpable, donc c'est la mémoire, des souvenirs, mais aussi des faits, des actes, des dates, qui font que tout ça on peut de nouveau s'en saisir et en fait l'utiliser dans le présent. Parce que l'idée du film aussi, c'était pas que faire une gloire au passé, mais aussi de se dire bon bah alors dans le présent, comment cette histoire commune qui est consciente par certains acteurs ou complètement sous-jacente ici peut donner la force et la capacité de transformer le présent, donc c'est-à-dire de reconstruire une histoire. Et donc c'est là que le CCO m'a permis donc de rencontrer des gens, des collectifs, des groupes qui sont ici. Et donc c'est le CCO qui est devenu médiateur et mon film qui est devenu un simple témoin de ce qui se passait dans l'échange que j'avais avec les gens. Et donc du coup, le film était un réceptacle de ce présent que j'ai vécu avec les personnes que j'ai rencontrées. Et l'intérêt d'un film, c'est qu'en fait, on peut le projeter sur un écran et du coup, le présent, on prend un peu de distance et on se dit ah ouais tiens, alors d'accord, on vit ça en fait en ce moment parce que voilà, on le regarde un peu plus loin et on le vit pas. Donc je me suis rendu compte que ici, et du coup, ce qui en tout cas moi me touche, c'est que l'individu et le collectif marchent ensemble, qu'il n'y en a pas un qui prend plus de place que d'autres ou tout ça parce que les deux sont pris en considération. En fait, on considère autant l'individu que le collectif auquel il appartient ou auquel il a envie d'appartenir et qui défend ou pas des choses et qui a juste envie de se retrouver ici, quoi. Donc je vais pas m'attarder beaucoup, je vous invite à aller voir le film dans la salle de musique. Et juste pour conclure, en fait, je dirais que l'expérience de ce film m'a appris que nous avons besoin de mythologie, en fait. Que certes, la mythologie grecque, c'est super intéressant parce que ça nous apprend pas mal de choses, mais le propre d'un mythe, c'est aussi de construire nos imaginaires et de parler de choses qui traversent le temps et qui sont là de génération en génération. Et je trouve qu'il est important aujourd'hui de construire un peu des nouveaux imaginaires et de nouvelles mythologies qui se fondent sur d'autres choses que la guerre, les conflits ou des choses comme ça. Et que travailler sur ce film et sur le CCO, moi qui me définis comme étant un peu dans la lignée du cinéma militant, donc c'est-à-dire un cinéma qui s'est quand même pas mal construit sur des mouvements qui dénoncent, qui sont contre des choses. Et ici, pour la première fois, j'ai construit un film qui n'est pas là-dedans, qui est dans un militantisme plutôt positif, constructif, et qui du coup ouvre des perspectives,
fait avoir confiance dans le présent et dans ce qu'on vit et aussi peut-être dans l'avenir malgré tout ce qu'on entend dans les médias. Donc c'est pour ça que finalement cette expérience de recherche-action et ce film, pour moi c'est important parce que ça boucle une boucle personnelle dans mon histoire personnelle, mais aussi parce que voilà, c'est aussi quelque chose, une trace qui reste et qui est pas qui est dans un truc positif. Et ça, je pense que ça fait du bien de nos jours. Voilà. On peut enchaîner avec le Bookspring, qui est donc une expérience qu'ont menée une douzaine de personnes, dizaine de personnes sur la semaine, pilotée par Julie Châteauvert, qui doit être, qui est ici, qui nous en parlera un peu mieux tout à l'heure, et qui a consisté à faire un marathon littéraire pour raconter quelques moments du CCO. Geneviève Gibert, qui est administratrice militante au CCO depuis de nombreuses années, est devenue booksprinteuse aussi depuis une semaine, donc elle va nous raconter son expérience. Alors je voudrais vous donner le titre de mon petit laïus. De l'engagement au CCO au Bookspring. Et un sous-titre, on est tous des chercheurs d'engagement. Alors une des valeurs fondamentales du CCO, c'est l'engagement. Ce mouvement qui nous fait sortir de nous-mêmes et surtout qui nous relie aux autres pour avancer vers plus d'humanité. Je me suis engagée au CCO il y a fort longtemps, je dirais happée par une bande de copains, bien sûr Jean-Pierre Lachaise, Michel Guillot, premier objecteur de conscience du CCO. J'étais déjà dans le quartier, j'étais assistante sociale et nous étions toute une bande de personnes, avant tout les habitants des quartiers Croix-Louise et Buère qui entourent le CCO, des militants associatifs, on a parlé du terrain de la Sainte-Famille, d'autres travailleurs sociaux. Et quand j'ai quitté le quartier en tant que professionnelle du social, je me suis lancée au CCO, je me suis engagée au CCO parce que je savais qu'au CCO, attendez, excusez-moi. Voilà, au CCO, on faisait ensemble. On mobilisait, on résistait, on ne lâchait pas, on inventait et on rencontrait. Voilà, j'ai trouvé tout ça au CCO. Je le savais d'avant parce que toute la bande que nous étions, c'était de ça. C'était ça que nous développions dans ces quartiers. Mais ce que j'ai trouvé en plus au CCO, c'est la liberté d'agir. Ne faisant plus partie d'institutions, je n'étais plus employée, en l'occurrence du Conseil général. Et je savais, et ça a été redit, le CCO était hors institution. Et ça me plaisait. On était libre des actions sans balises. Si ce ne sont les valeurs fondamentales du CCO quand même, c'était nos balises, ça. Un lieu sans frontières. Un lieu où l'engagement fait éclater les frontières. En accueillant, en soutenant, en construisant, en disant non à toute forme d'oppression, dans un va-et-vient d'expressions diverses, des bruits, de la musique, de la danse, du théâtre, des débats citoyens, constamment bousculés, étonnés, déroutés, parfois découragés. Au CCO, on y brasse et on y est brassé. Il y a des conflits, des angoisses, mais pas de prise de pouvoir. Ou tout du moins, on évite.
un débat continu et du bricolage aussi. On se souvient, bien sûr, on peut faire la liste d'actions menées, mais je ne vais pas revenir sur l'histoire. Je rappellerai une action qui s'est passée il n'y a pas longtemps dans ces locaux, c'est l'action Ne pas pleurer, ne pas me taire. Des femmes du quartier Saint-Jean de Villeurbanne et d'autres des Minguettes, avec Géraldine et le théâtre du Grabuge a monté cette pièce sur toutes ces antigones de la vie quotidienne. Bon, ça c'est simplement un seul exemple, mais c'était tellement fort que je le rappelle ici. Bon, il suffit au CCO d'avoir quelques mots dans la tête. Justice, solidarité, expression de tous, faire ensemble, ne pas lâcher et être libre. Pas toujours facile d'être dans ces logiques, mais au CCO, elles s'imposent. Pour les 50 ans du CCO, on nous a proposé un nouvel engagement, le Book Sprint. Donc, Julie Châteauvert et Vivien, tout à l'heure, ce sont des spécialistes de cette technique. Nous en parlerons plus savamment. Mais moi, je vais vous parler d'expériences qu'on a vécues. Nous étions 11 sprinteurs. Et je vais traduire en quelques mots, simplement, ce qu'il s'est passé. Alors, un book sprint, c'est écrire un livre en courant. Faire une performance sur un ordinateur en collectif. Et nous l'avons fait sur 5 jours. Encore quelque chose de nouveau au CCO. Surprenant. Quand on a toujours eu l'habitude, pour certains, des visages en face à face pour le débat, la rencontre et le crayon à la main. On se retrouvait tous à communiquer par ordinateur. Un book sprint, une façon encore d'être dérouté, et surtout de faire ensemble, avec des personnes très différentes. Ça valait la peine de s'engager à écrire, c'est certain, mais avant tout de mener une réflexion ensemble, différemment, de s'approprier différemment la parole, l'écriture de l'autre qui vient transformer la vôtre. On supprime, on rajoute, non pas pour détourner votre parole, mais bien pour lui donner de l'épaisseur, pour enrichir votre texte, qui n'est plus votre texte, mais celui de tous, pour vous aider à prendre du recul, à avoir un peu d'humour et de la poésie aussi. Le book sprint est un engagement à casser nos frontières, oser ensemble, assumer. Nouvelle étape vers l'avenir. Ça bouge toujours au CCO. Ça invente toujours. Ce qui est toujours là, c'est l'engagement à faire bouger, ensemble, à surprendre, pour que chacun, dans la tourmente de la vie, ait sa place. On est des freaks de la technique, si je réutilise le charmant accent dans les questions. Mais Geneviève a tout dit, parce que dans le book sprint, effectivement, le fait d'écrire un livre ensemble en si peu de temps et de façon si intensive, en plus du produit sur lequel on travaille, il s'agit surtout de se mettre en condition pour s'attaquer au pouvoir, puis en décaler les pratiques, en dépoussiérer les habitudes, puis se mettre dans des conditions dans lesquelles, effectivement, on va décaler l'attention portée sur l'ego à une attention portée sur des idées et trouver des façons d'apprendre et d'exercer ou d'éprouver des façons de faire ensemble qui nous amènent à composer, à tisser entre nous
plutôt que de négocier, se convaincre et s'astiquer pour reluire. Mais et effectivement, c'est ce qu'on a fait pendant la semaine. Vous allez pouvoir voir le résultat et pourvu que ça vous donne envie de vous astiquer vous aussi, autrement que d'habitude. Vivien a été mon partenaire toute la semaine, puis en fait, ce que j'ai à dire, c'est remercier toutes les gens qui ont effectivement se sont plongés dans l'expérience toute la semaine et qui sans aucune réserve, se sont coulés dans l'expérience. Fait que merci surtout à toi, Geneviève. Donc en tous les cas, effectivement, le résultat est visible sur Internet et puis dans les clés qui vous ont été remises, enfin clés USB qui vous ont été remises. Dans les événements qu'on a pu programmer, vivre au CCO, on a bien sûr théâtre réalité, on a aussi l'événement qu'on appelle l'événement de rentrée mais qu'on fait au milieu de l'automne qui est Parole sur place. Où dans ce que j'entends du Book Sprint, j'ai l'impression qu'on retrouve aussi ces dimensions déjà de speed, de marathon pour préparer quelque chose, où on ne sait pas vraiment ce qu'on va produire à la fin, on s'inquiète jusqu'au dernier moment. Comme on a la chance d'avoir Philippe Dujardin tout au fond là-bas, est-ce que tu veux intervenir un petit moment sur l'expérience de cette année, puisque c'est ton texte qui a servi de base à ce travail de Parole sur place. Complètement au dépourvu, à contre-pied, à contre-temps. Je me suis déjà exprimé hier sur ce sujet. Bon, j'ai eu, je l'ai dit hier, le privilège de voir un texte que j'avais écrit en une 40aine de pages pour mes petits-enfants, devenir le fil rouge d'une prestation publique, d'une performance publique, ici même. Donc pour un auteur, c'est être comblé d'une certaine manière, au sens où écrivant pour mes petits-enfants, je n'écrivais pas pour honorer ma descendance. C'était que si mes petits-enfants n'arrivaient pas à comprendre ce que je disais de la chose publique, de l'espace public que nous construisons depuis des millénaires comme humains, c'est que je m'étais tout trompé. Et que si quelqu'un de 12 ans, 14 ans n'arrivait pas à entendre ce qui se disait de commun, de leur expérience à elles, ce sont des filles, et de notre expérience à nous ce soir, c'est que j'avais tout faux. Et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a pu dire, après l'énorme travail qui s'était fait ici, de plus de 50 personnes, de X associations, devant 220 personnes qui composaient les spectateurs, et cette personne avait l'expérience de plus de 20 ans du travail avec Roger Planchon, ayant été son photographe de plateau, que c'était un rapport le plus juste possible entre le lieu physique, les spectateurs avec des enfants qui couraient, qui étaient là, qu'on entendait, on entend même dans la bande son, on entend des petits-enfants, voilà, ce soir-là, et ce qui était dit dans le texte qui servait de motif et de prétexte. Et je pense que c'est un extraordinaire hommage qui se rendait ce soir-là, enfin de la part de cette personne, dont je ne donne pas le nom tout de suite, de dire, moi qui ai vu tant de théâtre se faire dans ma vie, c'est aussi le théâtre de Gatti, par exemple, pour qui il a travaillé, avec qui il a travaillé, donc les grands noms de la mise en scène française, du théâtre français, dire une des choses les plus justes que j'ai vues, c'est ce qui s'est passé ici au CCO, le rapport entre ce lieu-là, ce public-là et cette chose-là, Parole sur place. Merci Philippe. Je vous invite peut-être à nous tourner vers la suite, vers l'avenir. Je crois que vous l'avez compris, on a de gros enjeux pour la suite du travail.
et la poursuite du CCO. On a commencé un petit travail au sein du conseil d'administration et avec l'équipe d'imaginer ce que ça pourrait être le CCO du futur. On est parti de ça de ces éléments, de ces petites pistes, de ces petites bribes, pour imaginer un ailleurs et un futur. Donc on vous invite à participer parce que le CCO de demain, comme celui d'aujourd'hui, il ne se fait pas sans vous. Donc on attend vos contributions dans les ateliers.